Pour quelle raison le titre de votre livre se nomme Parle tout bas? Alors, Parle tout bas, c'est déjà une façon de faire écho à la pudeur qu'il y a dans ce livre. Voilà, comme je le disais, je ne raconte jamais la scène du viol. Et il y a cette idée presque de chuchoter aussi, de quelque chose qu'on ne peut pas exprimer ou qu'on peut difficilement exprimer. Et il y a un peu cette chape de plomb quand même de la société qui n'est pas prête toujours à entendre ces choses-là, même si, voilà, aujourd'hui... il y a quand même tout un mouvement de prise de conscience de ces sujets, heureusement, mais malgré tout, quand on vit cette chose-là dans son intimité, ça reste quand même quelque chose de toujours difficile à dire. Donc on ne se sent pas autorisé à en parler. C'est pour ça aussi Parle tout bas, parce que voilà, on ne se sent pas autorisé en fait à parler de ces sujets-là, même dans son entourage, ou alors il faut presque le chuchoter, le dire comme une messe basse ou comme quelque chose de secret. La musique est importante dans votre vie. Qu'y a-t-il de musical selon vous dans ce roman? Alors, il y a des choses pour moi qui me bouleversent toujours dans les grandes œuvres musicales. Et c'est pas moi qui disais ça, hein, c'est Liszt qui disait toujours qu'il y a un climax dans chaque œuvre, un climax émotionnel. Et en fait, quand on écoute une œuvre de musique, effectivement, on peut toujours se dire, ou quand on la travaille, on peut toujours rechercher ce climax d'émotion. Et on s'aperçoit qu'il intervient toujours, et c'est évident dans la musique que ça a toujours été préparé, qu'il y a souvent une montée dramatique avant, qu'il y a souvent une modulation, qu'il y a souvent soit un changement de tonalité ou quelque chose, en tout cas, qui fait que ça a été préparé avant et qu'après, ça redescend de sorte que ce climax arrive dans un contexte où il prend toute sa force. Et pour moi, ça aussi, c'était important dans la construction de mon livre, justement, que la scène de viol qui n'est pas racontée intervienne justement à un moment où où ça devait être bien préparé, en fait, où avant et après, on devait être porté pour comprendre vraiment la puissance et la décharge des émotions. Et c'était d'autant plus important pour moi que je ne raconte pas cette scène, et donc il fallait vraiment la placer à un moment, enfin que je ne raconte pas le viol, mais il fallait placer quand même la scène qui n'est pas racontée à un moment où ça allait être dans une émotion suffisamment puissante pour que le lecteur comprenne, et pour que le lecteur comprenne aussi cette décharge-là voilà, de violence et de cruauté et de dégoût. Vous êtes-vous senti libérée après l'écriture de ce roman? Alors, très curieusement, pour moi, l'écriture n'a pas eu un effet cathartique, parce que, ni le procès d'ailleurs, ça a été avant, en fait. J'étais déjà en paix vraiment avec cette histoire depuis longtemps avant de passer à l'écriture du livre, et c'est quand je me suis trouvée confrontée en fait au coupable 12 ans plus tard que je me suis mise à écrire ce livre, mais presque quelque part comme un chapitre qu'on vient clore et quelque chose qui se termine. Et donc pour moi, je me suis pas sentie libérée. En revanche, ça n'avait pas été un exercice de libération d'écrire le livre. En revanche, je me suis quand même sentie émancipée d'un statut de victime qui pouvait être assez pesant, parce que le statut de victime, c'est quand même quelque chose qui vous enferme, on vous infantilise, et il est perçu toujours dans la société de façon un petit peu caricaturale, et ça, c'est quelque chose dont j'ai souffert, et avec ce livre, j'ai vraiment le sentiment de m'être émancipée de ce statut. D'accord. En écrivant ce roman, souhaitez-vous des retours de la part de lecteurs ou lectrices qui ont vécu peut-être des choses similaires? Alors, moi, j'espère surtout que ce livre va pouvoir leur donner les mots, va pouvoir les toucher, va pouvoir les libérer quelque part, ou les aider dans leur démarche. Oui, bien sûr, j'espère ça profondément. J'espère ça profondément, que ces mots-là puissent avoir une résonance en eux et les aider, et puis surtout aider aussi leurs proches. Enfin, que ça peut être aussi une occasion quand on peut pas exprimer les choses, de pouvoir dire à ses proches, regardez, c'est ça que je ressens. Lisez-le, moi je vais pas vous en parler, mais voilà, je peux vous dire ce que je ressens dans ce livre. Et pour moi, ça c'est très important, parce que la parole des victimes, elle est souvent, comme je disais, un peu caricaturée, un peu incomprise. Parfois, on est considéré comme des gens complètement passifs, qui ont plus de libre arbitre. Enfin, moi, je l'ai vu dans toute la procédure
procédure judiciaire, parce que entre le moment où j'ai porté plainte et le moment où il y a eu un procès aux assises, il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a eu une enquête de la police, il y a eu énormément d'auditions, il y a eu une instruction, donc avec un juge d'instruction qui instruit l'affaire et après un procès. Et en fait, au cours de toutes ces étapes-là, je suis tombée sur des individus qui étaient vraiment toujours assez bienveillant, très attentif, très professionnel, mais il y avait toujours une sorte de regard où on regarde toujours les victimes de la même manière, c'est-à-dire avec une sorte de pitié, ou parfois ça m'arrivait de venir avec ma sœur à des auditions et en fait on ne s'adressait pas à moi pour toutes les questions parfois administratives, on s'adressait à elle directement comme si j'étais pas capable de comprendre parce que bon quand même je suis une victime donc peut-être que je peux pas tout comprendre ou peut-être que je suis censée être un peu comme ça, voûtée, esselée et puis voilà, passive en fait. Et pour moi, c'était très important dans ce livre de faire comprendre que c'était autre chose, non, que les émotions pouvaient être beaucoup plus complexes que ça, que on peut avoir été victime d'un viol, mais que ça allait pas être forcément le point nodal de notre existence, qu'on n'était pas forcément réduit à ça et qu'on pouvait aussi vivre, être combatif, voilà, aimer, faire des enfants, enfin voilà, tout ça, toutes ces choses de la vie. Et pour moi, c'est vraiment un livre qui est un livre qui raconte la vie, en fait, qui raconte la vie, mais qui raconte pas le viol. Du coup, pour finir, est-ce que c'est difficile de travailler dans le même domaine que votre père, qui est très connu? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Alors, la question. Alors oui, on se parle beaucoup. C'est bien, il m'a fait un petit topo, voilà, un petit guide de survie de la rentrée littéraire. En fait, on a une relation qui est très complice et pour moi, c'est très précieux en fait d'avoir quelqu'un de proche qui puisse aussi, voilà, comprendre ce que je fais parce que écrire, c'est quand même singulier. Il y a beaucoup d'écrivains, mais finalement, l'exercice de l'écriture, le travail de l'écriture, ça reste quand même quelque chose de très solitaire et de difficile à partager. Et donc là, j'ai cette chance-là. Et en ce qui concerne mon nom, en ce qui concerne tout ça, moi, je me suis jamais vraiment sentie écrasée par lui en tant que personne. C'est plus au début quand j'ai commencé à écrire et que la question se posait de prendre un pseudonyme. Il y a des gens qui m'ont dit, et d'ailleurs je l'évoque dans le livre, des gens qui m'ont dit tout de suite tu ne devrais pas écrire sous ton nom, voilà, des choses comme ça, comme si en fait notre identité dépendait forcément de notre père, comme si il fallait tout de suite qu'on soit rattaché à un homme systématiquement. Non, moi je suis moi-même et puis voilà, j'assume mon nom et j'assume qui je suis. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Merci Elsa Fotorino de nous avoir accordé cette interview pour le journal Concours des lycéens. Au revoir.